Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui le deuxième chapitre qui porte sur l'impôt sur le revenu. Donc, comme vous le savez, à côté de l'IS et la TVA, droit d'enregistrement et la vignette, l'impôt sur le revenu également, c'est un impôt d'État. Il a été introduit au Maroc en 1989 sous la dénomination impôt général sur le revenu. Donc, dans le cadre de la réforme fiscale qui a été entamée en 1984, dans les années 80, et il a remplacé l'impôt sur les bénéfices professionnels qui frappait auparavant l'ensemble des personnes physiques et morales. Eh bien, l'impôt sur le revenu représente un certain nombre de caractéristiques importantes. Alors, il y a 5 caractéristiques de l'IR. D'abord, c'est un impôt global, c'est-à-dire qu'il concerne plusieurs types de revenus. Vous avez le revenu professionnel, le revenu agricole, le revenu salarial, le revenu foncier, le revenu des capitaux mobiliers. C'est un impôt, deuxième caractéristique, c'est un impôt progressif. Troisième caractéristique, c'est un impôt direct. Et il est supporté à titre définitif par le contribuable. Et c'est un impôt personnel, quatrième caractéristique, qui prend en considération la situation personnelle et familiale du contribuable, contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée. Et dernière caractéristique, c'est un impôt déclaratif. Il est établi par l'administration par voie de rôle, tout en se basant sur les déclarations du contribuable. Donc, dans ce chapitre, nous allons suivre le plan suivant. On va commencer par le champ d'application de l'impôt, c'est-à-dire le domaine de l'impôt, puis on va étudier l'assiette de l'impôt de façon globale, et par la suite, on va rentrer dans le détail en étudiant chaque catégorie de revenus. On commence par les revenus professionnels, puis les revenus et profits fonciers. Ensuite, on va enchaîner avec les revenus salariaux et assimilés, et les revenus et profits des capitaux mobiliers, pour terminer avec les revenus agricoles. Et dernier point à étudier, c'est la liquidation de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la détermination de l'IR. Alors, dans le champ d'application, donc l'IR, c'est un impôt direct qui s'applique aux revenus et profits des personnes physiques et des sociétés de personnes. Donc, vous avez les personnes physiques ou les particuliers, vous avez les sociétés de personnes. Et sont concernés les revenus salariaux et assimilés, c'est-à-dire les pensions de retraite aussi, sont concernés par l'IR, les revenus professionnels, les revenus et les profits fonciers, donc en cas de location ou de cession d'un bien immeuble, par exemple. Les revenus et profits des capitaux mobiliers, ça concerne les valeurs mobilières, les actions, les obligations. Et enfin, il y a cinquième catégorie de l'IR, c'est les revenus agricoles. Bien, alors en ce qui concerne les personnes imposables, sont obligatoirement imposables donc les personnes physiques et les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques et qui n'y ont pas opté pour l'IS. Parce qu'on doit faire le choix, soit d'opter pour l'IS, soit d'être imposable obligatoirement en matière de l'IR. Et nous avons également les sociétés immobilières transparentes qui sont concernées également par l'impôt sur le revenu. Par rapport aux personnes exonérées, selon l'article 24 du Code général des impôts, on trouve que sont exonérés les revenus de sources étrangères des ambassadeurs et des agents diplomatiques, des consuls et des agents consulaires, sous réserve de réciprocité, bien sûr, cette exonération. Alors, les Marocains qui travaillent dans les ambassades et dans les consulats ne sont pas exonérés, ils sont imposables. Donc, ça, c'est primo. Et donc, sous réserve de réciprocité, donc il y a des conventions fiscales qui permettent d'éviter la double imposition, donc voilà pour cette question de réciprocité. Donc il doit y avoir le même traitement fiscal entre le Maroc et le pays étranger. Les revenus sous forme de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques sont également exonérés
en matière de l'impôt sur le revenu. C'est l'exemple des écrivains, des musiciens, par exemple. Question de territorialité de l'IR. Alors, par rapport à la territorialité, alors ils sont imposables à l'IR, quelle que soit leur nationalité. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en raison de leur revenu global de source marocaine et étrangère. Alors, domicile fiscal, d'abord, il faut clarifier ce qu'on veut dire par domicile fiscal. Alors, domicile fiscal, soit la durée de séjour doit être supérieure à 183 jours, continu ou discontinu, ou bien de disposer d'un foyer permanent, c'est-à-dire une résidence habituelle, ou bien exercer une activité principale. Voilà ce qu'on veut dire par domicile fiscal. Alors, vous avez un domicile fiscal et vous avez un revenu de source marocaine et même de source étrangère, vous êtes imposable en matière de l'impôt sur le revenu. Ou bien, n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, vous n'avez pas un domicile fiscal, mais vous avez un revenu de source marocaine. Vous serez imposable pour cette partie de revenu qui est générée au Maroc. Alors, ce principe de territorialité, bien sûr, peut être entravé par les conventions bilatérales signées entre le Maroc et certains pays. Alors, bien sûr, ces conventions fiscales, c'est donc, à titre de rappel, permettent d'éviter la double imposition. Alors, côté l'assiette, la base imposable de l'IR, de façon globale, alors l'assiette, elle est déterminée ainsi, déterminée via le revenu net global imposable. Et le revenu net global imposable, il est calculé de la façon suivante. C'est le revenu brut global imposable, c'est-à-dire la somme des revenus nets catégoriels parce qu'il y a plusieurs catégories de revenus, comme on l'a dit, il y a 5 catégories de revenus, donc je dois faire la somme des revenus nets catégoriels, c'est-à-dire le revenu net foncier, le revenu net professionnel par exemple, le revenu net salarial, donc net catégoriel, moins les déductions sur le revenu. Donc l'idée c'est quoi? C'est de rassembler, de faire la somme, l'agrégation de l'ensemble des revenus catégoriels. Moins les déductions sur le revenu, eh bien les déductions sur le revenu, il y a 3 déductions. D'abord, il y a les dons en argent ou en nature, d'après l'article 28 du Code général des impôts. Et les dons, il y a les dons octroyés aux habous publics, à l'entraide nationale, aux associations reconnues d'utilité publique, ainsi que les dons octroyés à certains établissements publics, fondations et agences, sans à déduire quel que soit le montant, donc il n'y a pas de limite. Et il y a des dons qui sont limités. C'est les dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques et privées. Alors, ils sont octroyés dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires du donateur. C'est le même traitement de 2 pour 1000, si vous vous souvenez, à côté de l'IS. Nous avons deuxième déduction, c'est les intérêts de prêt contractés, bien sûr, pour l'acquisition ou la construction de logements destinés à l'habitation principale. Et là, vous avez, comme vous savez, le contexte marocain, vous avez les banques conventionnelles, les banques participatives. Et donc, les intérêts dans le cadre des banques conventionnelles, on parle des intérêts. Dans le cadre des banques participatives, il y a, si on veut financer notre acquisition via le contrat Mourabaha, il y a ce qu'on appelle, au lieu d'intérêt, il y a ce qu'on appelle la rémunération convenue d'avance. Et également, au niveau de la marge locative, pour les Ijara Moutayyib Temlik, si on veut se financer par Ijara Moutayyib Temlik. Alors, ces intérêts, cette rémunération convenue d'avance ou cette marge locative, elle est déduite dans la limite de 10% du revenu global imposable. Donc, dans la limite de 10%. Troisième déduction, c'est les primes ou les cotisations relatives au contrat d'assurance retraite. Alors, ces primes sont déductibles dans la limite de 10% du revenu global imposable.
sauf il doit répondre à un certain nombre de conditions de fond et de forme. Alors, parmi les conditions de fond, nous avons le contrat d'assurance doit être souscrit pour une période totale d'au moins 20 ans, de 8 ans, pardon, 8 ans. La rente ou le capital ne doivent être servis qu'à partir de l'âge de 50 ans révolu. Et le contrat doit être souscrit auprès d'une société d'assurance qui existe au Maroc. Et bien sûr, les conditions de forme, pour bénéficier de cette déductibilité de 10% du revenu global imposable, une copie certifiée conforme au contrat d'assurance, ainsi que l'attestation des paiements sont à joindre à la déclaration annuelle du revenu global. Une petite application, donc nous avons un contribuable qui dispose au titre de l'année, qui a disposé au titre de l'année N des revenus suivants, revenus nets professionnels d'un montant de 110 000, et on suppose qu'il accorde des conseils aux entreprises, et de ce fait, il a un revenu net salarial de 140 000 dirhams, et au cours de la même année, l'intéressé a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durée égale de 25 ans et dont les cotisations annuelles s'élèvent à 40 000. Alors, on vous demande de déterminer le revenu global net imposable. Alors, le revenu global net imposable, d'abord, il faut déterminer le revenu global brut imposable, n'est que la somme des revenus nets catégoriels, donc 210 000 de revenus nets professionnels plus le revenu net salarial de 140 000 dirhams, c'est la somme des revenus nets catégoriels, donc on a un revenu global brut imposable de 350 000 dirhams. Il a cotisé 40 000 dirhams donc, durant l'année. Et donc, les cotisations déductibles, c'est dans la limite de 10% du revenu global brut imposable. Il faut calculer le plafond. Le plafond, c'est 35 000 dirhams. Alors, il a dépassé le plafond. Il a dépassé le plafond parce qu'il avait 40 000 dirhams comme cotisation. Donc, on va prendre le plafond qui est 35 000 dirhams. Donc, revenu global net imposable, c'est 350 000 dirhams moins 35 000 dirhams. Et bien sûr, s'il est inférieur, si la cotisation versée est inférieure au plafond, je ne vais pas prendre le plafond, je vais prendre la cotisation versée. Ça, c'est inversement. Alors, deuxième application, un contribuable a disposé au titre de l'année N les revenus suivants. Donc, toujours un revenu net professionnel 310 000. Et il effectue des conseils auprès des entreprises toujours, soit un revenu net salarial de 280 000 dirhams. Et au cours de la même année, ce contribuable a engagé les dépenses suivantes. Il a octroyé un don de 1 000 dirhams à une association reconnue d'utilité publique, travaillant dans un domaine charitable. Et il a versé des mensualités de 3 500 dirhams. Et attention, dont 2 000 dirhams d'intérêt au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition de son logement d'habitation principal, et non pas secondaire. Et donc, parce que secondaire, il ne bénéficie pas de cette déduction. 3 500 dirhams, il y a le montant principal plus les intérêts. Les intérêts s'élèvent à 2 000 dirhams. Maintenant, il faut déterminer le revenu global net imposable pour ce contribuable. Alors, le revenu global net imposable, il faut déterminer le revenu global brut imposable. Et le revenu global brut imposable n'est que 590 000, c'est-à-dire la somme des revenus nets catégoriels, 310 000 plus 280 000 dirhams. Pour les déductions, on a les dons en argent aux associations reconnues d'utilité publique, déduction sans plafond, il n'y a aucun plafond, donc 1000 dirhams est déductible. Et les intérêts de prêt de logement principal, là les intérêts sont mensuels, il faut déterminer le montant d'intérêt annuel, donc 2000 fois 12, soit 24 000 dirhams. Et donc le montant déductible, le plafond, c'est le revenu global brut imposable fois 10%. C'est 59 000 dirhams. Donc, il ne dépasse pas le plafond, donc je vais prendre en considération juste 24 000. Donc, le revenu global net imposable, c'est 590 000 comme revenu global brut imposable, moins les déductions sur le revenu, on a les dons, on a les intérêts contractés pour le logement principal. Et donc, on a un revenu global net imposable qui sera imposé, donc à qui on va appliquer l'IR, le taux de l'IR. Alors, c'est 595 000 dirhams. Alors, par rapport aux revenus professionnels, tout d'abord, il y a les exonérations. Vous avez l'article 31 du Code général des impôts, qui est, si vous voulez, l'équivalent de l'IS de l'article 6 du Code général des impôts côté l'IS. Alors, côté l'IR, il y a l'article 31 du Code général des impôts qui traite les exonérations réductions qui sont permanentes et les réductions temporaires qui sont limitées dans le temps.
Alors, pour les exonérations suivies de l'imposition permanente au taux réduit, nous trouvons les entreprises hôtelières. Pour la partie des chiffres d'affaires en devises, ils bénéficient d'une exonération pendant les 5 premières années, puis un taux réduit de 20%. Et pour les entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle, ils bénéficient d'une exonération de 5 premières années, puis un taux réduit de 20%. Donc voilà le traitement de ces opérations. Pour les réductions permanentes, nous avons les entreprises exportatrices, minières ou qui exportent les biens et services. Ils bénéficient d'une réduction permanente de 20% pour la partie, bien sûr, du chiffre d'affaires à l'export. Si l'entreprise vend localement, vend à l'export, donc c'est juste pour la partie à l'export. Nous avons les exploitations agricoles imposables. Alors là, dont le chiffre d'affaires dépasse 5 millions de dirhams, et bénéficient d'une imposition réduite également de 20%. Pour les réductions temporaires, nous avons les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, et les revenus provenant de la location de cités-résidences et campus universitaires. Ils bénéficient d'un taux réduit dès la première année à compter de la date de début d'activité, un taux réduit de 20%. Maintenant, côté de l'IR, ce n'est pas la même chose que l'IS, parce qu'il y a plusieurs régimes au niveau de l'IR professionnel. Il y a le régime de base, de droit commun, c'est le régime de résultat net réel, et nous avons les régimes d'options. Et dans les régimes d'options, il y a 3. Il y a le régime de résultat net simplifié, vous avez le régime d'options, c'est-à-dire du bénéfice forfaitaire, et troisième régime d'options, c'est le régime de l'auto-entrepreneur. Alors, la première chose à dire à ce niveau-là, c'est que les deux premiers régimes, c'est-à-dire le régime de résultat net réel et le régime de résultat net simplifié, nécessitent de tenir une comptabilité selon les normes du CGNC, du Code général de normalisation comptable. Donc, on doit faire le bilan, tout ce qui rentre dans l'alias fiscal, le bilan, le CPC, le tableau d'amortissement, etc., etc. Donc, il faut tenir une comptabilité. Pourquoi? Pour déterminer le résultat net, le résultat avant impôt et le résultat net. Donc, on a besoin de ce résultat pour déterminer le résultat fiscal net. Le régime d'option, bénéfice forfaitaire ou auto-entrepreneur, nous avons besoin d'un chiffre d'affaires et il n'y a pas l'obligation de tenir une comptabilité. Donc voilà la grande différence entre ces régimes. Maintenant, je rentre dans le détail en commençant par le régime de résultat net réel. Alors, sont concernés par ce régime les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les associations en participation. Et bien sûr, le RNR, le résultat net réel, est arrêté à la fin de chaque exercice comptable qui doit coïncider avec l'année civile, donc au 31 décembre. Et le résultat fiscal est déterminé, comme le cas de l'IS, résultat comptable avant impôt, plus les réintégrations, c'est-à-dire les charges non déductibles, moins les déductions, c'est-à-dire les produits non imposables, moins le report déficitaire. Donc, les mêmes traitements côté de l'IS, on va les appliquer côté du régime RNR, bien sûr avec quelques petites différences, on va le voir au niveau des applications. Mais les mêmes règles, c'est-à-dire la formule, la base, comment déterminer la base imposable en matière de l'IS, c'est la même chose que côté du résultat net réel. Alors, pour le régime de résultat net simplifié, là, pour opter à ce régime, il ne faut pas dépasser, côté chiffre d'affaires, 2 millions de dirhams si on exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou armateur de pêche. Et on ne peut pas dépasser 500 000 dirhams si on exerce une prestation de service ou une profession libérale ou autre revenu professionnel à caractère répétitif. Donc voilà, si vous voulez, l'option pour le régime de résultat net réel. Résultat net simplifié, pardon. Alors, juste par rapport à ce régime, résultat net simplifié, alors contrairement au régime de résultat net réel, alors dans ce régime, il y a 2 nuances à prendre en considération. D'abord, pas de report déficitaire. Donc, on ne peut pas on peut pas déduire les déficits antérieurs. Ça, c'est primo. Secondo,
les provisions ne sont pas déductibles, c'est-à-dire à réintégrer. Donc, ne sont pas considérées comme charges déductibles les provisions. Donc, deux informations importantes qui distinguent le régime de résultat net réel, résultat net simplifié. Alors, le régime de bénéfice forfaitaire, alors, il est applicable sur options formulées par les contribuables, intéressés dans les conditions de forme et de fonds suivantes. Donc, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 2 millions de dirhams, le TTC bien sûr, pour les activités commerciales, industrielles, artisanales ou armateurs de pêche, et ne pas dépasser 500 000 dirhams pour les prestations de services et certaines professions libérales, parce que plusieurs professions libérales ne sont pas concernées par le régime du bénéfice forfaitaire, et le revenu ayant caractère répétitif en se rattachant aux revenus salariaux, fonciers, agricoles ou de capitaux mobiliers. Alors, côté forme, donc quand est-ce qu'on va opter pour ce régime? En cas de début d'activité avant le 1er mars de l'année suivante, c'est du début d'activité. Si le début d'activité est en 2020, donc avant le 1er mars de 2021, je dois faire l'option du bénéfice forfaitaire, du régime du bénéfice forfaitaire. En cas d'activité, alors si j'exerce une activité déjà et donc je suis dans le régime auto-entrepreneur et je veux passer parce que je dépasse les chiffres d'affaires, le maximum du chiffre d'affaires au niveau de le régime auto-entrepreneur et je passe au régime de bénéfice forfaitaire. Donc en cas d'activité, l'option doit être faite avant le 1er avril de l'année. Alors pour le régime toujours du bénéfice forfaitaire, comment déterminer la base imposable? Il est déterminé sur la base du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas la même chose que RNR ou RNS qui se détermine sur la base du résultat. Sur la base du résultat comptable, non. Ici, dans le régime de bénéfice forfaitaire, et comme le cas de le régime auto-entrepreneur, on se base sur le chiffre d'affaires. On le multiplie par un coefficient légal fixé pour chaque profession. Donc dans le Code général des impôts, vous allez trouver que chaque profession, voilà le taux qu'on doit l'appliquer. Plus, on peut rajouter des choses comme leur plus-value nette globale en cas de cession d'une immobilisation d'un bien corporel ou incorporel, plus les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité, par exemple, plus les primes, les subventions et les dons reçus. Et en parallèle, je dois déterminer le bénéfice minimum. Alors, le bénéfice minimum, bien sûr, c'est l'administration fiscale qui s'en occupe parce qu'il faut déclarer la valeur locative à l'administration fiscale. Et donc, la valeur locative, elle est calculée annuellement. Donc, c'est annuel et actuel, bien sûr, il faut les actualiser. On le multiplie par un coefficient allant de 0,5 à 10. Ça dépend de l'activité de l'entreprise, ça dépend de son emplacement, de son fonds de commerce, etc. On détermine est-ce que c'est une activité très importante qui peut aller jusqu'à 10 ou c'est une activité moins importante et peut aller à 0,5. Donc voilà pour le régime de bénéfice forfaitaire. Et le bénéfice forfaitaire ne peut être inférieur au bénéfice minimum, bien sûr. Alors, on a cette application sur un marchand boucher en gros qui a réalisé au cours de l'année N un chiffre d'affaires de 900 000 dirhams. La valeur locative des locaux servant à l'exercice de l'activité est de 9 000 dirhams et l'administration fiscale a retenu le coefficient de 5,5. Alors, le taux légal fixé est de 4%. Calculer le revenu global net imposable. D'abord, on doit calculer le bénéfice forfaitaire et le bénéfice forfaitaire n'est que le chiffre d'affaires fois le taux dans cet exercice. Donc 900 000 fois 4%, c'est 36 000. Et le bénéfice minimum, il est calculé sur la base de la valeur locative multipliée par le coefficient déterminé par l'administration fiscale. Donc 9 000 fois 5,5, ça vous donne 49 500. Qu'est-ce qu'on constate? Le bénéfice minimum est supérieur au bénéfice forfaitaire. Donc je dois retenir le bénéfice minimum, c'est 49 500 dirhams.
C'est la base imposable pour le régime de bénéfices forfaitaires. Le régime de l'auto-entrepreneur, quatrième régime. Alors, par auto-entrepreneur, il faut entendre toute personne physique exerçant à titre individuel, donc il n'y a pas d'associé, pas de minimum de capital, une activité professionnelle selon la réglementation en vigueur. Bien sûr, les professions libérales ne sont pas concernées par le régime de l'auto-entrepreneur. Alors, ce régime auto-entrepreneur, alors on opte pour ce régime si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et 200 000 dirhams pour les prestations de services. Donc, comme vous le constatez, il n'y a pas de profession libérale dans le régime de l'auto-entrepreneur. Et là, l'imposition, elle est vraiment très, très facile. On prend le chiffre d'affaires, on multiplie par 0,5% si l'activité est commerciale, industrielle ou artisanale, et 1% si l'activité est de prestation de services. Bien sûr, si elle dépasse les seuils de 500 000 ou de 200 000, il doit passer au régime de bénéfices forfaitaires, par exemple, ou d'autres régimes. Alors maintenant, les revenus et profits fonciers. Les revenus fonciers, ça concerne la location, les revenus locatifs, et les profits fonciers, ça concerne les cessions des biens immeubles. Alors, je commence par les revenus fonciers. Alors, sont concernés par ces revenus fonciers les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis, et des constructions de toute nature. Les revenus, deuxièmement, provenant de la location des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel y affecté. Et troisièmement, la valeur locative des immeubles et constructions mis par leurs propriétaires gratuitement à la disposition des tiers. Donc, autres les ascendants et les descendants, donc à la disposition de d'autres personnes. Alors, si vous mettez un appartement, par exemple, à titre gratuit à une autre personne, elle est imposable en matière de revenus fonciers. Elle est considérée comme un loyer. Bien. Alors, les revenus et profits fonciers qui sont exonérés, c'est ceux dont le montant ne dépasse pas 30 000 dirhams. Alors, si le montant de revenus fonciers annuel, brut, ne dépasse pas 30 000 dirhams, donc vous prenez par exemple la valeur qui figure dans le contrat de bail, vous multipliez par 12. S'il est inférieur à 30 000 dirhams, vous êtes exonéré. Sachant que le revenu foncier est imposable, quel que soit leur montant, son montant, lorsque le contribuable dispose d'autres revenus. Donc, par exemple, il dispose d'un revenu salarial qui a déjà bénéficié de l'exonération de 30 000 dirhams, là, le revenu foncier devient imposable. Et pour la détermination de la base imposable, il faut distinguer entre les immeubles dans la zone urbaine et les propriétaires agricoles. Alors pour les immeubles urbains, on détermine le revenu brut foncier à partir du montant brut des loyers, plus les dépenses à la charge des propriétaires et qui sont supportées par le locataire, par exemple les investissements, les aménagements. Ça, ce sont normalement des charges à la charge des propriétaires, mais qui, s'ils sont supportés par le locataire, je dois les ajouter. Moins les dépenses à la charge du locataire et qui sont supportées par le propriétaire. Par exemple, les dépenses du syndic, de l'eau, de l'électricité, normalement, c'est à la charge du locataire. Mais s'ils sont supportés par le propriétaire, je dois les déduire. Donc, voilà comment déterminer la base imposable pour les immeubles urbains. Pour les propriétaires agricoles, là, il faut distinguer entre un revenu en argent ou en nature. Alors, en argent, le montant du loyer stipulé en argent dans le contrat, qu'on va le prendre en considération comme base imposable. Et pour les propriétaires agricoles, on va multiplier le cours moyen de la culture, c'est-à-dire le prix moyen, multiplié par la quantité. Alors ça, c'est lorsque le propriétaire est rémunéré en nature. Et à partir de la loi de finances 2019, il y a un changement au niveau de calcul de revenus fonciers de l'IR. Maintenant, on a des taux libératoires de l'impôt sur le revenu. On paye 10% pour le revenu, donc ce n'est pas progressif, c'est proportionnel. 10% pour les revenus fonciers bruts imposables inférieurs à 120 000 dirhams, c'est le revenu brut foncier inférieur à 120 000 dirhams, vous payez 10%. Et s'il est supérieur à 120 000 dirhams, vous payez 15%. Pour les profits fonciers, sont considérés comme profits fonciers
les profits réalisés à l'occasion de la vente d'immeubles ou de cession des droits réels immobiliers portant sur tel immeuble, de l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique, pour des raisons de l'échange considéré comme une double vente portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers. Alors, donc, dans le cas de l'échange ou double vente de ces immeubles, également sont considérés comme profit foncier qui est imposable à la TPI, à la taxe sur les profits immobiliers. Nous avons le partage d'immeubles en indivision. Également, il est donc concerné par les profits fonciers et en cas de donation, c'est-à-dire de cession à titre gratuit portant sur les immeubles et droits réels immobiliers. Donc, dans le cas d'une donation également à des tiers, également imposables. Et ceux qui sont exonérés, d'abord les cessions d'immeubles dont la valeur totale est inférieure à 140 000 dirhams. Alors, si la cession est inférieure à 140 000 dirhams, vous êtes exonéré. Et également la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins 6 ans, par exemple. Donc, si vous occupez un appartement, par exemple, d'au moins 6 ans, à titre d'habitation principale, vous êtes exonéré de la TPI. Sauf il faut justifier cette habitation principale, par exemple, par le relevé de l'eau et de l'électricité, de la carte d'identité, photocopie de la carte d'identité nationale, et également par l'attestation administrative. Donc, une attestation administrative qui justifie que vous occupez pendant cette période à titre d'habitation principale. Alors, là, vous bénéficiez de cette exonération de la TPI. Deuxièmement, pour le logement social, la durée d'occupation, au lieu de 6 ans, c'est 4 ans. Alors, également, sont exonérés la cession de droits indivis d'immeubles agricoles situés à l'extérieur des périmètres urbains entre les cohéritiers et les cessions à titre gratuit portant sur le bien précité effectuées entre les ascendants-descendants, entre les parents ou entre les parents. Donc, si vous voulez une donation d'un bien immeuble à votre père, par exemple, vous êtes exonéré. À votre fils, vous êtes exonéré. Descendant, entre les époux, entre les frères et les sœurs, et entre la personne assurant la kafala. Toutes ces personnes sont exonérées en cas de donation de la TPI, de la taxe sur les profits immobiliers. Pour la base imposable, on doit d'abord déterminer le profit net imposable. Et le profit net imposable n'est que le prix de cession ou de vente, moins les frais de cession dûment justifier, il faut justifier ces frais de cession, moins les prix d'acquisition, plus les frais d'acquisition, par exemple les frais de notaire, de la conservation foncière et tout ça, de droit d'enregistrement, plus les dépenses d'investissement, qu'on multiplie par le coefficient de réévaluation. Donc il faut actualiser le prix d'acquisition. Et là, il faut faire cette distinction, cet écart entre le prix de cession et le prix d'acquisition pour déterminer le profit net imposable. Alors là, vous avez le droit, si les frais d'acquisition ne sont pas justifiés, alors là, on peut retenir forfaitairement 15% du prix d'acquisition. D'accord ? Et on prend le montant réel justifié s'il dépasse 15%. Donc le profit net imposable, l'IR, c'est profit net imposable multiplié par 20%. Donc ce qui vous reste, c'est 80%. 20%, il faut le payer à l'État. Cotisation minimale, c'est le prix de cession fois 3%. Donc il y a une cotisation minimale, côté revenu et profit foncier, de 3%. Et même pour le revenu professionnel, il y a une cotisation minimale dans le régime de résultat net réel, résultat net simplifié, il y a une cotisation minimale de 1500 dirhams. Et pour l'IS qu'on a vu auparavant, une cotisation minimale de 3000 dirhams. Alors pour la TPI, il y a également une cotisation minimale prix de cession fois 3%, c'est-à-dire le profit net imposable fois 20%, et on va les comparer avec la cotisation minimale qui est calculée sur la base du prix de cession. Et enfin, on a l'institution du cotisation minimale en 2019. Alors, en 2019, si le prêt de cession
euh, par exemple, d'un immeuble que vous occupez à titre d'habitation principale, d'accord, mais le montant il est supérieur à 4 millions de dirhams, alors là, il faut payer une cotisation minimale. Une cotisation minimale de 3% sur le montant qui dépasse 4 millions de dirhams, c'est-à-dire la fraction du prix de cession qui excède 4 millions de dirhams. Si vous cédez par exemple à 5 millions de dirhams, donc 5 millions moins 4 millions multiplié par 3%, c'est la cotisation minimale à verser à l'État en cas de cession d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale pendant 6 ans ou plus. Normalement, avant 2019, vous étiez exonéré. Mais maintenant, à partir de 2019, si le montant de cession dépasse 4 millions de dirhams, la différence, la fraction du prêt de cession qui dépasse 4 millions de dirhams est imposable à la cotisation minimale de 3%. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention et à bientôt.